Salut, c'est Matt. Aujourd'hui, je vous propose de revivre une conférence enregistrée au festival Geek Life au Mans en février 2020. On revient sur l'histoire du magazine Player One avec les rédacteurs qui ont fait cette publication. On retrouve autour de la table Cyril Drevet, qu'on appelait Crevette à l'époque de Player One et que vous avez aussi vu dans le Club Dorothée pour parler de jeux vidéo ou dans Télévisateur 2. Mais aussi autour de la table la grosse voix de Matt Murdock, mon journaliste préféré de l'époque parce qu'il avait fait une grosse soluce SimCity et des plans de ouf sur Zelda 3. Et enfin, avec nous, El Didou, le trublion et le fouteur de merde qui va ambiancer cette conférence et vous parler de son BMX. Bref, la conférence Player One de Geek Life, ça commence maintenant. Alors, je m'appelle Matt, mais ce n'est pas très important, je vous présente mes comparses puisque à ma droite immédiatement nous avons Monsieur Crevette, puisqu'on va utiliser les noms d'origine, pas vraiment nos blasts de célébrités, on va plutôt utiliser nos noms d'origine. Monsieur Crevette du magazine Player One, venez avec nous Monsieur Didou, vous serez bien, asseyez-vous, vous allez voir les sièges en plastique sont très confortables. Nous avons Monsieur Matt Murdock et Monsieur El Didou qui s'installent sous vos applaudissements nourris et spontanés. Je suis hyper content, j'ai l'occasion de le dire plusieurs fois, d'avoir organisé cette conférence parce que dans les années, je suis né en 80, donc j'ai eu l'âge de lire Player One au moment... voilà, il a commencé à casser l'écran. J'ai eu l'âge de lire Player One au moment où c'était publié et tout. Et je l'ai dit plusieurs fois en live ou dans les présentations, c'est la conférence cadeau pour les ados de 40 ans et plus. Et voilà, c'est la conférence que je me suis offert et je suis content de voir que je suis pas le seul détraqué à avoir envie de rencontrer ces personnes qui m'ont fait aimer le jeu vidéo, peut-être vous aussi, et qui ont été à l'origine de Player One, qui est le premier magazine de jeux vidéo. C'est marqué dessus. C'est marqué sur le... Oui, mais alors c'est pas vrai. C'est pas le premier magazine des jeux vidéo. C'est le premier magazine sur les consoles de jeux. Parce qu'avant nous, il y avait quand même Tilt. Et Console Plus. Non, Console Plus est arrivé après nous. Arrête. Et en fait, Console Plus est né de Tilt. C'est Tilt, quand il nous a vu arriver, qui a dit il faut qu'on réagisse, il faut que nous aussi on fasse un magazine spécialisé sur les consoles. Et c'est là où ils ont créé Console Plus dans un pur esprit de copie. Ok. T'es en train de... Donc... Non, mais avant, il y avait Hebdogiciel, il y avait les magazines dédiés, il y avait plein de magazines avant. Alors, et c'est Console. Premier magazine, en Europe d'ailleurs, je crois. Tu vois, je t'avais dit que ce serait pas une conférence sérieuse, que je vais dire que de la merde. Bon, enfin. Il n'y avait pas de magazine sur les consoles de jeux vidéo avant les années 90. Absolument pas, non. Non, car comme nous l'avons expliqué tout à l'heure lors d'une interview pour le site... pour la web télé du salon. Pour la web télé du salon, en fait, quand nous on est arrivés, les consoles de jeux étaient pestiférées. Parce qu'il y avait eu une première vague de consoles de jeux à la fin des années 70 avec les Atari 2600, ensuite les ColecoVision, Mattel Intellivision et tout ça, qui a été la première vague, la première génération de consoles et qui ont fait au bout d'un moment, qui ont eu un énorme succès avant de complètement s'effondrer. Et une fois qu'ils se sont effondrés, et c'est devenu des pestiférés. Ce sont les ordinateurs comme les Commodore 64, les Atari ST et compagnie, qui étaient un peu à la mode. Et les consoles de jeux, c'était vraiment souvenir d'Atari pour les gens. C'était vraiment minable, on pouvait rien en faire. Et nous, on est nés avec... l'arrivée justement de la seconde génération qui a lancé Nintendo avec la Famicom au Japon, qui s'est appelée ensuite la NES, suivie par Sega avec la Master System. Et en fait, nous on avait vu qu'au Japon ça prenait et on s'était dit il y a un truc qui se passe. Nintendo est arrivé en France au début, d'ailleurs ils étaient distribués par une petite boîte, ils sont pas arrivés en nom propre et ensuite ils ont été distribués par Bandai. Et c'est seulement une fois que le succès a été énorme qu'ils sont devenus Nintendo France. Mais nous, on est arrivé au moment où la NES commençait un peu à progresser en France. Mais à l'époque, c'était encore les consoles de jeux, c'était vraiment très mal considéré. Ah, c'était plus que mal considéré, il y avait toutes les légendes urbaines. Ma mère était persuadée que si je branchais la NES sur la télé, je faisais exploser le tube cathodique. On était encore dans ce genre de légendes urbaines. Il y avait cette légende, et puis même les gens du jeu vidéo. Chez nous, quand on a lancé Player One dans les réunions, ils comprenaient même pas qu'on puisse dire que la console pouvait avoir de l'avenir. Pour eux, ça allait être
une petite mode de 5 minutes et ça allait mourir, quoi. Nintendo, pour eux, c'était un épiphénomène, quoi. Alors il y a plein de trucs déjà qui méritent qu'on rebondisse dessus. Vous dites, nous à l'époque, on avait remarqué que ça marchait au Japon. J'ai envie de faire un petit tour. Qui étiez-vous à l'époque? Où étiez-vous? Qu'est-ce que vous faisiez? Comment vous êtes devenu rédac dans ce magazine? Et pourquoi est-ce que déjà à ce moment-là, vous êtes tourné vers le Japon et vers ce qui se passe au Japon? Bah déjà, moi je suis arrivé sur Amstrad 100%, enfin Amstrad PC au début, qui étaient les journaux dédiés à Amstrad, hein, donc c'était vraiment de la micro-informatique. T'as quel âge à ce moment-là? J'avais entre 20 et 25 ans, je sais pas, je me rappelle plus. 25 ans peut-être, je sais plus, aucune idée. Moi c'était pas ma culture, la micro-informatique. Moi, ma culture c'était déjà le jeu immédiat, le plug and play, l'arcade. Ouais. Je jouais en arcade. Et quand je suis arrivé dans le monde des ordinateurs, donc sur les journaux Amstrad, c'était carrément un autre monde, quoi. Tu vois, il y avait des lignes de code sur des centaines de pages dans les magazines. Enfin, moi, c'était la culture pop. Fallait jouer tout de suite. Fallait qu'il y ait des personnages comme les Tortues Ninja. Voilà, j'étais vraiment, j'étais déjà conquis par la console. Et quand Cyril est arrivé, quand Crevette est arrivé, à la fin d'Amstrad 100%, et qu'on a commencé à faire des réunions. Pour le lancement de Player One, on s'est vraiment retrouvé là-dessus. Je me rappelle, on était allé au salon du jouet. À l'époque, c'était le seul endroit où on pouvait voir la NES. Je te rappelle, on était allé au salon du jouet. Bon, nous, on aimait les Tortues Ninja, on commençait à aimer tout ce qui était aussi le dessin animé japonais, tout ça. C'était vraiment une autre culture, quoi. La micro-informatique, c'était les rôlistes, c'était les programmeurs. La culture pop, c'était un autre pan, quoi. Ouais. Tu vois, c'était Tolkien. Mais c'était pas les Tortues Ninja, ils détestaient tout ça c'était pas mélangé comme maintenant, quoi. Et donc quand on disait on veut faire un canard dédié aux consoles, les mecs ils disaient non, c'est pas possible, quoi. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais ouais, en fait, moi j'étais quand même assez fan depuis tout petit. J'étais assez fan d'ordinateurs. J'avais commencé avec un ZX81. Après, j'avais eu les classiques, Auricain, tout ça. Vous pourrez Wikipédier ces références pour en savoir plus, évidemment. Voilà. Oui, mais t'aimais aussi les Game & Watch. Alors voilà. Donc j'étais assez fan de tout ça, mais avant cela, mon père m'avait ramené une fois, quand j'étais vraiment tout petit, je crois que j'avais 11 ans ou un truc comme ça, il m'avait ramené un Game & Watch des États-Unis. Il était allé pour le boulot aux États-Unis, il m'avait ramené ça, et j'avais halluciné. C'était une Nintendo, c'était le parachute. Alors, le Game & Watch, du coup, pour replacer pour nos amis qui n'ont pas la couleur, c'était un petit jeu électronique. C'était que faisait Nintendo. Peut-être vous connaissez sans doute. C'était des petits jeux électroniques qui s'appelaient Game & Watch parce que ça donnait l'heure aussi. Mais c'était les premiers jeux hors jouet de Nintendo. Et c'était incroyable. Et c'était du décor qui était dessiné sur le fond du truc, et toi t'avais juste un bonhomme que tu devais déplacer. C'était à cristaux liquides, donc il y avait il y avait pas de mouvement, quoi. Il bougeait sur des patterns, donc c'était vraiment super. Donc moi j'avais eu cette exposition à Nintendo via ça. Après je suis passé aux ordinateurs, et j'ai été engagé. À l'époque on n'était pas nombreux quand même à faire du jeu vidéo. On était vraiment très peu, et j'avais été engagé par un des tout premiers magazines qui s'appelait Joystick Hebdo à l'époque, parce que Joystick au départ c'était hebdomadaire, et j'avais été engagé pour lancer Joystick Hebdo. Et puis un jour, il y a le rédac-chef d'Amstrad 100% qui était venu me voir, et on avait commencé à discuter. Et moi, du coup, comme avec les Game & Watch, le nom Nintendo, ça me parlait. J'avais vu que Nintendo avait lancé une console au Japon, et que ça marchait, et que c'était en train de venir en France. Donc moi, j'avais pas ce côté répulsif de la console, parce que le nom Nintendo, ça me parlait, et que je me disais, putain, si c'est aussi génial que les Game & Watch, aussi génial que les Game & Watch de l'époque, ça va être fabuleux. Et effectivement, il s'est révélé que c'était fabuleux. Donc quand j'ai discuté avec le rédac-chef d'Amstrad 100%, qui pour la petite histoire était venu m'interviewer, il a été surpris que je sois attiré par les consoles.
Et il m'avait dit, bah justement, on se tâte un peu là de lancer on veut lancer un magazine, mais on aimerait bien peut-être qu'il soit que console. Est-ce que ça t'intéresse? Et je lui avais dit, bah oui, bien sûr. Et puis c'est comme ça que je suis arrivé, que j'ai rejoint Matt. Et toi, Didou, t'es arrivé bien après. Didou, il fait ses courses sur le Cloud Drive pendant la conférence. Là. Bah ouais. Il a... Ton compte Amazon, là, il est en train d'en prendre cher. Là. Bah moi, je me rappelle plus de la question. J'ai trouvé ça un peu long, mais bon. Je regardais les gens, je me dis qui est là parce qu'il en a marre d'être debout et qui est là parce qu'il se dit vraiment qui sont ces trois cons qui nous racontent l'histoire des jeux vidéo. Donc je sais plus la question, mais de toute façon ça doit pas être très intéressant la réponse. Non, bah comme tout le reste de la conférence. À mon avis, nouvelle question parce que ça va pas être intéressant. Oui, je voulais juste, c'est une question de contexte en fait. On est dans une époque qui est extrêmement différente. Le magazine se lance dans les années 90. Il y a juste pas de micro informatique. C'est pas installé et du coup on n'a pas non plus accès à forcément toutes les ressources qu'on a par internet. Et par exemple la première rubrique que je lisais moi dans le magazine, c'était évidemment les trucs et astuces, parce que quand tu étais bloqué dans un jeu, tu devais attendre que le magazine en parle le mois prochain, et puis s'ils en parlaient pas, le mois d'après. Et on est dans une façon de consommer le jeu vidéo qui était complètement différente de celle d'aujourd'hui. C'est qui est le public du jeu vidéo à ce moment-là? Est-ce qu'il y a vraiment un engouement? Est-ce que c'est des... Le public était assez jeune quand même, malgré tout. On n'avait pas réussi à convaincre leur daronne que le tube catholique allait pas péter. Voilà. Mais bon, en tout cas, le magazine Player One a tout de suite trouvé son public, ça c'est sûr. On a tout de suite marché et on s'est rendu compte que ça cartonnait, quoi. En fait, le public était jeune à l'époque parce que les jeunes, ils avaient pas cette espèce de barrière qu'avaient les adultes à l'époque, où ils voyaient ce truc arriver, ils comprenaient pas. Pour eux, c'était parce qu'il y avait ça. C'est que dans le milieu du jeu vidéo, les consoles étaient pestiférées, mais au global, les jeux vidéo étaient pestiférés à l'époque. Hein. C'était vraiment, on était considérés comme vraiment des je sais pas comment on peut dire, des débilos. On était considérés comme des débilos. Il y a une réaction si t'avais plus de 12 ans et que tu jouais à un jeu vidéo, t'étais un mongolien, quoi. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, mais moins quand même. À l'époque, c'était vraiment... et les jeunes, eux, ils n'avaient pas cette barrière-là. Ouais. Donc les consoles, elles ont tout de suite, les consoles et les jeux vidéo en général, ils ont tout de suite pris dans ce public-là, et donc c'était un public jeune. Moi, j'avais un BMX et ça m'est arrivé plein de fois de faire du vélo jusqu'à pas d'heure. Non, mais jeune, c'est même pas le bon terme. C'est que à l'époque, c'était vraiment les enfants qui jouaient aux jeux vidéo, et que à 16 ans. Enfin, quand on avait 17-18 piges, nos potes, ils nous regardaient, ils nous prenaient pour des débiles. Parce qu'aujourd'hui, 18 piges, tout le monde peut jouer au jeu, tu peux avoir une console chez toi, il n'y a pas de souci. À l'époque, t'étais un débile quand tu jouais aux jeux vidéo dépassé 12 ans. Donc c'était les enfants, c'était fait pour les enfants de toute façon. C'était surtout ça vraiment le gros problème. Et je m'arrêterai là. Il y a un vrai prisme avec la culture et avec la pop culture immédiatement dans le lancement du magazine. J'ai la vision d'une presse autour des jeux vidéo comme je dois avoir 2 numéros de Tilt et un numéro de console plus avant d'avoir du Player One qui me paraissait sage. Et en fait au niveau de Player One, il y a un vrai lien avec la culture, avec la pop culture. On a la couverture de Player One numéro 1 qui s'affiche sur l'écran. On voit que immédiatement vous avez une mascotte, il y a un personnage qui va incarner le magazine, qui est le jeune un peu cool de l'époque. N'essayez pas ce look, aujourd'hui ça ne marche plus. Vos couvertures étaient faites par des dessinateurs de BD qui aujourd'hui peuvent être réputés. Il y a Olivier Vatine qui a travaillé sur les couves de Player One. Il y a eu plus tard dans l'histoire du magazine différents liens avec la BD, avec les comics, avec les mangas. C'est même mieux que ça. Le logo Player One, c'est à l'époque un pote qu'on avait qui s'appelle Olivier Mégaton, qui était graffeur à l'époque, et qui aujourd'hui est devenu un des plus gros metteurs en scène français, puisque c'est lui qui a fait Tekken 2. Tekken 2, il a fait, ou le 3, non, Tekken 2, il a fait Tekken 2, il a fait il bosse avec Besson, c'est un des grands metteurs en scène français, donc tu vois, ça peut mener à tout Player One.
En tout cas, pour ce qui est de ça, la base, c'est qu'on est arrivé avec Pierre Valls, qui est le rédacteur en chef. Quand on est arrivé à Amstrad 100%, on est arrivé dans un monde qui était plutôt informatique, donc qui n'avait pas de lien avec la culture extérieure, en dehors du jeu de rôle, de Tolkien, de ce que je disais tout à l'heure. Et nous, notre rêve, c'était de faire Métal Hurlant. C'était, voilà, on était dans ce trip, on faisait de la musique tous les deux, on faisait de la bande dessinée. On n'était pas uniquement jeux vidéo, on aimait le jeu vidéo, mais pour nous, le jeu vidéo, c'était qu'une partie de la pop culture. Et pour nous, c'était déjà de la pop culture, mais pour les gens dans la micro-informatique, c'était pas de la pop culture. Le jeu vidéo, c'était une partie de l'informatique. Ça faisait partie de la programmation. Ouais. Donc, c'était pas du tout le même esprit. Nous, on arrivait, dès le numéro 1 d'Amstrad 100%, on arrivait. Je me rappelle, j'ai fait l'interview de Daredevil. Matt Murdock, c'est peut-être pour ça que je me suis... Tu vois, on a fait des interviews de super-héros, on a parlé de BD, on a parlé de musique, on a amené des dessinateurs, on a amené des graffeurs, on a invité des rappeurs. Tout de suite, on était dans un autre univers, quoi. Et je pense que c'est pour ça que Player One, on a déteint sur Player One, surtout au début, où le journal était très différent des autres magazines de jeux vidéo. Ouais, c'est totalement vrai. Moi, par exemple, j'étais très jeune quand je suis arrivé et j'avais été élevé à Goldorak, donc aux premiers animés japonais, au Club Dorothée, à tout. Donc, ce qui est drôle puisque je m'y suis retrouvé après, mais on avait cette culture, comme on était assez jeunes et tout, ce qui n'était pas le cas par exemple de Tilt et Console Plus, où tu avais Jean-Michel Blotière qui avait 112 ans dans sa tête, et Alain Huyghe-Lacour, que j'adore, qui est vraiment un super pote, mais qui est quand même beaucoup plus vieux que nous, donc qui certes est un fan de jeux vidéo absolu, mais qui lui venait de la musique, qui avait pas cette culture que nous on avait, et on était vraiment multiculture à Player One, c'est-à-dire qu'il y en a qui venaient de la BD, il y en a qui venaient de la musique, il y en a qui venaient de partout, et donc on avait cette ouverture d'esprit peut-être que n'avaient pas nos concurrents. Ça c'est aussi ressenti dans le magazine. Je disais souvent comme anecdote, j'ai découvert Magic mais l'Assemblée. Mais en fait, pour être honnête, ça a commencé à Amstrad 100%, pour être honnête. Ah, mais je l'ai pas lu, et donc, voilà. J'ai mal bossé ma conférence. C'est-à-dire que déjà sur Amstrad 100%, c'était vraiment les prémices de Player One. Parce que déjà, il y avait des rubriques de maths. Tu faisais de la musique dans Amstrad 100%. Il y avait de la BD, il y avait tout ça. Il y avait déjà les prémices. Moi, je suis arrivé, je faisais une rubrique comme je suis arrivé avant le commencement de Player, puisque on m'avait engagé pour participer au lancement de Player. J'ai commencé aussi des rubriques dans Amstrad 100%. T'endors pas, Didou. Et je faisais une rubrique sur les jouets, tu vois. Donc rien à voir. Donc déjà toute l'équipe était quand même sur cet esprit pop culture. Et encore plus Didou, même s'il est arrivé après. Moi, je sais pas si je vous ai dit, mais j'avais un BMX. Et bon, tout le monde s'en fout. Ce qui était bien, en fait. Est-ce que ça t'a permis de... J'aime pas qu'on me coupe la parole, oui. Ça c'est le premier truc. Non, mais au moins c'est important de le savoir. Donc, je peux partir. Je peux partir très vite, j'ai mon billet Ouigo. Faut arriver une demi-heure en avance, je peux en avoir 4, c'est pas grave. Ouais. Player One, la force, c'était des gens passionnés de jeux vidéo, mais pas que. C'est ce que disait Matt, mais c'était ça en fait qui marchait, c'est-à-dire qu'ils aimaient les jeux vidéo autant que la musique, la BD. Il y avait vraiment plein de cultures qui se croisaient, et dès le départ, en fait, le jeu vidéo, c'était une passion, mais pas... c'est pas la monopassion, on aimait tout, on aimait le cinéma, il y avait tout qui se mélangeait, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont été, je dis eux parce que ils sont les pionniers, moi je suis arrivé après, même si j'ai sublimé l'affaire, en toute simplicité, mais ils aimaient tout, et il y avait vraiment une soif de tout découvrir, et je pense qu'ils ont vu très tôt que le manga c'était bien, parce que c'est vous qui avez quand même des mangas vachement en France, à la télévision et partout. Et puis le jeu vidéo, on avait compris qu'il y avait déjà des vrais artistes qui arrivaient, qui se pointaient, qui avaient des trucs à raconter. Et je pense que c'est pour ça qu'on se sentait aussi bien et qu'on s'ennuyait pas, parce qu'on faisait pas que du jeu vidéo. Et il y a plein de trucs qui ont émergé du coup de... J'avais pas complètement fini. De ce que vous faisiez. Non plus, j'ai pas complètement fini. Je voulais parler de mon BMX. Et c'était un Raleigh. Et je sais pas si vous vous souvenez, il était jaune et bleu, il faisait partie des premiers. Et au cinéma est sorti Le Gang des BMX, qui est un très bon film.
Je l'avais vu en été à Courseulles-sur-Mer et j'avais fait du vélo toute la nuit. Drop. Dans ce lien avec la pop culture, il y a plein de trucs qui émergent du magazine. Il y a, par exemple, Matt, tu as scénarisé une BD, Jebster, qui sort pendant les années Player. Il y a des compiles de musique où vous faites la synthèse de musique de jeux vidéo, mais il y a aussi des trucs que tu reprends à la gratte. Il y a un morceau original. Du coup, Tom B, c'est un truc original. Ouais, il y a même un morceau qui s'appelle Player One, la chanson. Tom B, ouais. Player One. Ouais. Et du coup, on arrive donc il y a plein de touches avec la pop culture. Il y a les blockbusters, vous êtes partenaire des blockbusters, il y a les posters dans le magazine et tout. T'as une chambre de ouf quand t'as 15 ans en 95. Et il y a un lien avec le manga dont vous parliez, et on va parler de l'envers du décor du magazine juste après. Vous lancez dans la vague Player, il y a d'autres magazines Player qui se créent, il y a notamment Manga Player qui se crée, qui est un magazine de pré-publication, donc dans lequel on a des épisodes de plein de séries de mangas. T'achètes le magazine et t'as plein de sets de mangas, façon Shonen Jump en fait, façon ce qui se passait au Japon. Et c'est un magazine c'est très con, mais c'est influent dans l'arrivée du manga en France. Dans les premières éditions de Ranma 1/2, il y a les notes Player One à l'intérieur. C'est pas anodin, ça fait vraiment rentrer la pop culture. Ouais, surtout que le manga au début des publications françaises, il y a eu Akira au départ chez Glénat, mais c'était pire que le jeu vidéo. C'était vu, c'était la lèpre. C'était, je crois qu'on peut même pas imaginer la manière dont même la bande dessinée voyait le manga. C'est-à-dire que nous, on descendait à Angoulême tous les ans, festival d'Angoulême de la BD qui se passe en ce moment. Ah oui, d'ailleurs, si vous êtes là, vous ratez Angoulême, juste pour être. Et on devait d'ailleurs lancer Manga Player, on devait le lancer avec Delcourt. Ouais. Et mais tout le monde avait trop peur du manga. Les gens ils disaient c'est pas possible. Ça va rendre les gens tarés, c'est que de la violence, c'est que du sexe. Enfin bon, on voit ce que c'est devenu, mais on a vraiment lutté sur le manga, on s'est battu comme des chiens, quoi. Et du coup, on fait émerger la pop culture. Quelques années plus tard, tous ces gens vont partir vers la télé et faire rentrer les jeux vidéo dans les émissions un peu plus grand public et dans la télé. Mais alors, à l'époque, comment ça marche la rédaction d'un magazine? Je sens que Didou, t'as envie de nous parler de ça. Comment ça? On est avant la composition. Ah, tu l'as bien senti. J'avais envie d'en parler. Tu vois, on a plein de trucs très cons à l'époque. Aujourd'hui, c'est facile de faire une copie d'écran de ton Donc jeu. il venait en BMX déjà. Je connais pas cette personne. Comment tu fais une copie d'écran de jeu vidéo à l'époque? Comment on fait la mise en page sans ordinateur? Où sont les consoles? Comment ça marche la rédac de Player One dans les années 90? Aucun intérêt. Mais en revanche, non, eux ils vont en parler parce qu'ils sont très techniques. Moi je vais juste dire un truc qui était génial. On était jeunes et tout d'un coup il y a un mec qui m'a dit tu sais que tu peux jouer à un jeu, écrire ton avis et on te donne de l'argent. Et beaucoup d'argent. Beaucoup. Et parfois tu partais même en Angleterre, aux États-Unis ou au Japon et on te payait plus cher parce que tu étais en reportage. C'était la belle vie. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça n'existe plus, mais on a gagné notre vie. On vivait, c'était comme une famille. Il y avait ceux qui étaient là le jour, la nuit, le jour et la nuit. On dormait sur place. On avait une douche. Moi, je prenais. Moi, Ils je s'en me servaient lavais. pas tout le temps. Je vais citer personne, mais il y en a plus d'un qui se lavait pas. Et il y en a qui sont présents. Moi, je me lavais. Tous les jours. On avait nos affaires, mais on vivait et on gagnait super bien notre vie en jouant aux jeux vidéo, en allant voir des films et tout ça. Mais ça, franchement, ça a été des années magiques. C'était complètement dingue. On le faisait sérieusement. C'était énormément de boulot. Il fallait défoncer un jeu, le terminer pour pouvoir le tester. Et ça, on s'y tenait vraiment. On faisait des solutions de jeu, ça nous prenait des semaines et des mois et tout, mais c'était vraiment la belle vie. Donc c'est une vie de rédac qui était dingue. Et effectivement, donc au début, nous on a connu pour faire une photo du jeu, c'était une imprimante qui sortait des photos comme un Polaroid, et on découpait les photos, on le collait sur du papier millimétré, et on le donnait à la maquette. Il y avait Gilles à la maquette. Salut Gilles. Avec un S à la fin, mais qu'on ne prononce pas. Ouais. C'était à la Samat. Et en face, il y avait la Fab où il y avait Malika. Eh bien, ils sont là pour vous. La cochonne ce soir. Ouais. Alors, c'est effectivement. Comment elle s'appelait? Je sais plus comment elle s'appelait, mais elle va dire. Il y avait la chef de Fab qui aimait pas que la Fab. Elle aimait plein de trucs. Elle était très ouverte, très libérée. Elle avait inspiré Cookie Dingler, je pense. Et il y avait Perrine aussi qui travaillait à la pub, qui elle était beaucoup plus coincée. Ouais.
Et je me rappelle de la chef de Fab dans l'avion qui fait j'ai mal au genou, je me suis brûlé sur la moquette. Et Perrine qui était... Non mais Didou a raison. Non. C'est qu'effectivement c'était une vie de dingue. Alors pour quand même préciser ce qu'il vient de dire, certes on était payé pour faire des jeux vidéo, mais alors, vraiment la thune on en avait vraiment, mais alors rien à cirer, parce que comme de toute façon il le disait. Bah t'achetais plus tes jeux déjà. Hein ? T'achetais plus tes jeux déjà donc. Non, puis on vivait comme il le dit, on vivait à la rédac en fait. En fait la journée elle se passait, on sortait, on allait en salle de test, on commençait à sortir les consoles vers 18h. On jouait toute la nuit parce que comme il l'a dit c'était vraiment un trademark de Player One. On avait pour mission même les jeux pourris, fallait finir le jeu pour faire le test quoi. Donc autant vous dire que quand c'est un jeu vraiment pourri c'est dur. C'était pas le bon côté du métier et on jouait toute la nuit. On se barrait vers je sais plus 6h du matin et on revenait vers 11h et 11h midi, on dormait pas beaucoup donc, et puis après on écrivait toute l'après-midi, on écrivait le test quoi. Donc c'était une vie un peu un peu en marge. Et c'était très bizarre. Le matin on croisait dans le premier métro, on croisait les gens qui allaient au boulot. Et nous, on avait les yeux carrés, on venait de passer la nuit à jouer, et on était un peu des extraterrestres. Non mais on partait à Los Angeles. Moi j'avais 19 piges, je me retrouvais pour le boulot à partir à Los Angeles. La première teuf qu'on a fait avec Sony, il y avait qui ? Non, avec Sony. Il y avait qui jouait à côté de nous dans la soirée ? Ou à un moment tu te retournes et tu dis c'est lui que je suis en train de voir ou pas ? Michael Jackson, invité par Sony. Bah ouais, moi j'étais épaté. Je l'avais jamais vu. T'es en train de jouer, puis tu fais genre, je vais faire genre je m'en fous. Tu dis non, c'est Michael Jackson qui est à côté de toi en train de jouer. C'était une vie qui était géniale. Sony de toute façon, ils ont révolutionné le jeu vidéo. Je sais pas si on en parlera après. À la 2e heure, on parlera. On le fait plus en 2 heures ? Ça va être très bien, continue. Bon alors, j'appelle les prochains intervenants en décale. On ferme à 23h aujourd'hui, donc tout ira bien. Ouais, moi j'ai mon Wigo, il est à quelle heure ? Tu rentreras en BMX, ça te rappellera ta jeunesse. Et alors, non, c'était incroyable. C'était beaucoup de boulot, mais on le sentait pas. C'était vraiment une passion et on le faisait par pure passion. Et c'est vrai que c'était assez étonnant après quand on recevait les courriers des lecteurs. C'était dingue quoi, parce que nous quand on faisait le truc on se rendait pas vraiment compte quoi. C'est vraiment quand sur des salons on croisait les lecteurs, soit quand on recevait le courrier des lecteurs, là on se rendait compte que ça intéressait ceux qui nous lisaient, que ça leur plaisait, voilà. Ouais, moi je voulais juste rajouter pour le côté pop culture. C'est vrai que par rapport à ce que dit Didou, c'est que quand Sony est arrivé, il y a vraiment eu un changement de mentalité, en tout cas sur les gens avec qui on travaillait. C'est-à-dire que avant Nintendo, même si Nintendo et Sega, même si leurs jeux étaient super, machin et tout ça, les mecs c'était des gens du marketing qui avaient encore l'esprit dans le jouet en fait. Ils étaient encore dans le jouet. Et Sony est arrivé avec un autre esprit, avec un... Voilà, ils invitaient des chanteurs, des trucs. Je me rappelle à MCM, on demandait des consoles à Nintendo pour le plateau du journal, par exemple. Pour ceux qui n'ont pas suivi, après Player One, tout le monde part un peu à la télé. Oui, non, mais j'ai juste l'esprit PlayStation quand ils sont arrivés en 95 en France. À MCM, on avait le journal du soir. Bon, c'était quand même relativement regardé. On demandait à Nintendo des consoles pour mettre derrière. Tu vois, pour avoir la console, l'invité il venait, il jouait un peu derrière en attendant et tout. On n'arrivait pas à en avoir. Parce que les mecs, c'était trop compliqué de demander aux Japonais une console. Mais pourquoi ? Pour la télé, mais pourquoi ? On comprend pas. En tout cas, Sony, tout de suite, on a eu la console des artistes, ils nous amenaient, c'était différent quoi. Et un des premiers trucs qu'a fait Sony avec la PlayStation, au lancement de la PlayStation, pour vraiment montrer à quel point ils ont changé le marché et à quel point ils avaient un esprit différent, c'est qu'ils ont mis des bornes
des bornes avec des PS1 dedans dans les boîtes de nuit. Et ça, pour Nintendo, ça aurait été l'espace, quoi. Donc Didou a confisqué le micro pour faire sa pause, il y a eu trop de blabla. Tu vas poser une pêche là ou quoi? Non. Je mets un petit temps avant de dire un truc passionnant. Ce qui est génial avec PlayStation, c'est que vraiment quand ils sont arrivés, ils ont voulu vraiment prendre les jeunes adultes. Vous, nous les trentenaires. 32, 33. Éternellement trentenaire. Et vraiment, Nintendo et Sega, ils se foutaient de leur gueule en disant mais les jeux vidéo en France, donc quand même fin 90, n'importe quoi, c'est pour les enfants, cherchez pas, vous n'aurez pas ça. Et PlayStation, ils ont réussi. Franchement, c'est devenu cool. Avant, tu te baladais avec un t-shirt Super Mario, comme ça ou n'importe quoi, on se foutait de ta gueule. Aujourd'hui, beaucoup moins. Aujourd'hui sur le salon, si. Non, mais beaucoup moins. Parce que c'est vraiment devenu. Et ça, c'est grâce à PlayStation. Aujourd'hui, si tu portes ton t-shirt Super Mario aussi facilement, c'est grâce à PlayStation. Parce que porter du PlayStation, avoir une PlayStation dans son salon, c'était devenu cool. Et ça, ils l'ont fait parce qu'ils se sont dit, nous, effectivement, ils sont allés avec les groupes, ils ont fait les concerts, ils sont allés dans les boîtes de nuit. Mais ils sont allés sur le snowboard, ils sont allés sur tous les trucs branchés, sur tous les trucs, et ils ont cartonné, ils ont mis plein de fric, et et même leur première campagne de pub là, avec le CAP, là, le comité anti-PlayStation, c'était super drôle. Enfin, ils ont vraiment révolutionné le truc. Et on peut. Non, parce qu'après j'ai un truc génial à raconter. Non, je le raconterai à la deuxième heure. Non, mais il y a eu ça, et où ils ont été malins, c'est qu'aussi, ils ont compris que ceux qui étaient gamins et qui jouaient aux jeux vidéo à l'époque de Player One et tout ça, ils sont devenus adultes. Et adultes, ils ont forcément pas craché sur ce qu'ils avaient adoré quand ils étaient gamins. Donc le marché a vieilli et ils ont accompagné ça. Alors que Nintendo est resté encore un peu dans le côté gamin. Moins maintenant, parce que le marché là s'est vraiment élargi. Mais c'est vrai que jusque dans les années 2005-2010, Nintendo était plutôt sur des niches plutôt enfants, quoi. Bon, aujourd'hui c'est différent parce que le marché a quand même changé, quoi. Bah, ça s'est vachement ouvert avec voilà, tout ce qui ça a été s'est ouvert. tout ce qui a été mouvement. Voilà. Ouais, il y a eu la Wii. La Wii a changé beaucoup de choses aussi dans l'image de Nintendo au niveau des adultes. Même si ça a été, elle a pas duré sur le temps par rapport au public féminin et tout ça. Bon, il y a eu une ouverture aussi. Il y a d'autres consoles. La Saturn a marqué l'histoire de Sega aussi, par exemple. Ça a beaucoup changé le regard qu'on a sur les machines Sega. Ouais, enfin peu quand même. Hein. Du coup, ça s'est arrêté, c'est ce que je dis. C'est pas ce qu'elle s'est vendue. Mais non, mais et malgré tout, le combat continue. Parce que il y a encore, même si ça a évolué, le combat, la lutte. La lutte Mes continue frères. parce que tu vois, si tu constates aujourd'hui, même si ça a évolué dans les mentalités des gens, dans les médias, les mentalités n'ont pas tant évolué que ça. Je veux dire, il n'y a quand même aucune émission sur le jeu vidéo sur les chaînes classiques. Et quasiment plus sur les chaînes. C'est parce que tu t'es fait virer de partout en fait. C'est ça. Bah oui. Mais je me suis pas fait virer de partout parce que je suis toujours sur M6. Oui, mais tu fais de la voiture maintenant, tu fais plus de jeux vidéo. Et justement, il y a encore peu, sur une chaîne de notre groupe, un directeur des programmes, où avec un pote, on avait fait un truc j'avais participé avec lui à une émission un peu spéciale sur un jeu vidéo où le mec a programmé dans une tranche jeunesse en nous disant mais les jeux vidéo c'est pour les gamins de toute façon. Voilà. Et ça c'était il y a 2 ans. Hein. Donc tu vois que vous voyez que il y a encore du boulot à faire, quoi. Ouais, alors après, je sais pas si c'est un combat de toute façon qu'il faut vraiment mener et tout, mais parce que de toute façon, si tu regardes en télévision, t'as pas d'émission sur la musique, t'as pas d'émission sur le jeu vidéo, t'as pas d'émission sur le cinéma, t'as pas d'émission sur la BD. Et ça, c'est pas que les dirigeants de télé qui sont responsables, c'est aussi les gens qui regardent pas de toute façon. Nous, on a passé des années à faire le JT de la musique ou différents trucs avec des bons journalistes, à essayer de présenter des nouveaux artistes en musique ou en BD ou en n'importe quoi. Les gens ne regardent pas. Et c'est vous. Donc on est content de vous avoir aujourd'hui, ça va mal se passer. Parce que vous regardez pas, qu'est-ce que vous foutez là? Au lieu de regarder la télé. Il n'y a plus de télé. Mais non, ils jouent pas, ils font rien. Il y a ceux qui sont là au show, qui sont je m'assieds, j'en peux plus du salon, j'ai fait 4 fois le tour. J'ai mon Wigo à 18h, moi aussi je reste.
Il y a 3 mecs qui parlent. Il y en a un qui dit ouais, nous l'argent on s'en foutait. C'était la passion avant tout. Bah fallait me filer tes piges parce que moi l'argent je m'en foutais pas du tout. Bon, il y a que le pognon qui m'intéresse. Non, on était franchement, je vais le redire. Merci Alain Kahn, on était très très bien payés. C'était énorme, c'était dégueulasse. Je peux même pas vous dire combien. Bah déjà, c'était en francs, on comprend Moi, j'ai pas. tout fait remplacer en titane chez moi. C'est c'est simple. Je rentrerai pas dans les détails de mon anatomie, mais j'ai de l'ivoire. C'est artificiel, mais c'est de l'ivoire. Et du coup, c'est un gros staff, le magazine à l'époque. Il y a beaucoup de rédacteurs, de Il y a quand piges, même il y a quand même pas mal de monde. Franchement, il y a quand même pas mal de monde. Et je parlais d'Alain Kahn qui était le patron. C'était un peu sa danseuse. Parce qu'il avait d'autres business à côté, donc il gagnait sa vie autrement. Mais on peut quand même le remercier parce qu'il a quand même lâché beaucoup d'argent pour des passionnés. Je pense qu'il nous prenait pour des fous parce que lui, il arrivait à 8h du matin avec son petit costard qui voyait danser des mecs torse nu qui sortaient de la douche, complètement défoncés, qui avaient joué toute la nuit. Et on chantait aussi bien des conneries que des conneries. Et on peut le remercier parce que franchement ça a duré pendant des années. Lui il aimait ça aussi, il venait avec nous aussi sur les salons. Bon, il aimait beaucoup les hôtesses et il faisait beaucoup de photos avec les hôtesses. Il y a une photo de lui avec une casquette en cuir Judge Dredd. À l'époque on le disait pas mais c'était très gênant. Et puis voilà, donc ouais non il y avait quand même pas mal de monde, il y avait au moins une bonne quinzaine de rédacteurs qui tournaient, ouais, il y a différentes périodes. Il y avait au moins 4-5 maquettistes, il écoute plus du tout ce qu'on lui dit. Si, j'écoute, mais je règle des gens qui n'arrivent pas à rentrer. Donc il y avait beaucoup de maquettistes. Non, moi aussi je sais répéter le dernier truc, il y a une différence entre écouter et entendre. Il y avait beaucoup de monde. Ouais, Il a mis ça. beaucoup d'argent. Ouais, pose Fais pas ton le jouet con, là. gamin. Fais pas le con, gamin. Non, il y avait quand même pas mal de monde. C'était à Boulogne, on était au rez-de-chaussée. Et j'avais un bureau près d'une fenêtre, ce qui était pratique parce qu'à l'époque je fumais des cigarettes. Ce qu'on Et peut plus faire ça souvent, aujourd'hui. alors mon ordinateur était là, bon c'était pas des trucs comme ça à l'époque, et j'ouvrais la fenêtre quand je voulais fumer et je sortais comme ça. Je vous le refais. Là, je me retrouve dehors et je peux fumer. Et je re-rentre. Parce qu'à l'époque, on pouvait encore fumer à l'intérieur. Et je sortais uniquement... Ah oui, il y avait Patricia. Il y avait Patricia. Alors, dans les trucs pas intéressants, il y a Patricia, qui était une poche 30 de Boulogne, qui avait rien à voir avec le jeu vidéo. Ah, il est où le beau? Il est où mon beau? C'était Gambas qui est plus là, on t'embrasse Gambas, on pense à toi. Et une fois la fenêtre est ouverte, elle est tombée, elle s'est fracassée. Ah, tout le c'est monde pas rit. super intéressant comme anecdote. Je sais pas si elle est encore vivante. Où que tu sois, Patricia. On pense à toi. On se retrouvera quelque part. Il y aura Michel Berger, il y aura Patricia. Il y aura les uns, il y aura les autres. On a pensé à toi au Mans, Patricia. On a parlé de mon BMX, on a parlé de toi. On a dit qu'on était une quinzaine. Que Cyril s'en foutait des piges et du pognon. Que Matt, quelque chose à dire? Alors Matt est là, alors qu'il a une rage dedans. Il est quand même venu, il souffrait le martyr, tel une bête. Et on lui a rien proposé. Rien. Pas une Non, solution, ça, j'ai pas pas un dit ça. médicament, c'est un scandale. Donc si quelqu'un a un petit peu d'héroïne, de morphine ou d'opium, ce sera pas du tout dans un but récréatif, mais ce sera pour le soigner. Parce qu'on a toujours été très clean. Ah ouais, j'ai dit que je fumais, je ne fume plus. Ne fumez pas. Jamais. Essayez de manger proprement, faites attention au sucre. Un peu de jeûne intermittent de temps en temps, pas trop, mais un petit peu. Arrêtez de faire 3 repas par jour. C'est une escroquerie. Pourquoi on dit déjeuner? On casse le jeûne. Petit déjeuner, c'est l'industrie agroalimentaire qui veut nous vendre ça. Mais on en reparlera à la 3e heure. J'imagine. Et du coup, si on revient un peu à la vie de la rédac, comment ça se passe la répartition des jeux et des sujets entre vous? Parce que j'ai le souvenir, et je vais parler avec Matt parce qu'il est plus gérable, tu nous as dit que tu étais très branché arcade, et moi les souvenirs que j'ai des tests à l'époque, c'est une grande carte de SimCity où tu refais tout SimCity, et moi j'ai essayé de copier le plan pour avoir des skills et ça marchait pas en fait. Et du coup il faut qu'on en parle parce que ça marchait pas, ta carte c'était foireux. J'arrivais pas à faire la même ville. Et du coup, et des trucs, t'étais branché sur Zelda 3 aussi, et ce genre de trucs. Et comment... Du coup, t'es plutôt sur des jeux longs à ce moment-là, plus du tout sur de l'arcade. C'est
tu te forces à faire ça? Vous avez des affinités avec certains jeux? Comment Non, ça non, se passe? ouais, c'est vraiment les affinités avec certains jeux et les anciens prennent souvent les jeux qu'ils préfèrent et les petits nouveaux ils se tapent un peu toute la merde qu'il y a derrière quoi. Donc t'avais le choix, tu veux dire? comme ou... ça. T'avais le Moi choix j'étais ancien donc je choisissais plutôt. Et bon, SimCity c'est un de mes jeux préférés encore aujourd'hui. Hein. Ouais. Et si t'arrivais peut-être pas, c'est que je suis très mauvais en découpage et si j'avais fait plein de photos, s'il faut je les avais mal collées, tu vois ce que je veux dire? On vous raconte cette histoire. SimCity, donc, c'est le jeu qui est sur NES, enfin sur Super NES. Oui, sur Super NES. Et du coup, bon, tu as des petits morceaux de ta ville sur l'écran. Il a fait une carte de la ville, qui était la carte genre technique, si tu fais ça, ça marche à peu près. Mais du coup, c'est quand même écran par écran. Donc il faut prendre ta photo, l'imprimer, avancer de 16 cases à gauche, prendre ta photo, avancer de 16 cases à gauche, et il y a quand même un moment où tu es avec tes 75 photos à devoir les retourner pour les scotcher ensemble, c'est ça? C'est ça, donc il est possible qu'il y ait une erreur. D'accord, c'est C'est ça pas la vraie vie impossible. de la rédac. Mais c'est vrai qu'on collait, on avait des grandes planches, comme il disait tout à l'heure, des grandes planches, on faisait les photos, on sortait soit des petites, soit des grandes, et on les collait les unes à côté des autres pour faire les plans. Donc si tu collais assez mal comme moi, bah, c'était tout tordu quoi. Non mais c'était un travail de fou. Hein. Ah bah oui, j'imagine. Une fois, il n'y avait plus de colle. On allait en racheter. Excellent. Non, faut aller au bout de l'anecdote. Faut savoir qu'en plus c'était particulièrement compliqué pour les jeux d'arcade, tu vois, avec des scrollings horizontaux, parce que souvent il fallait faire pause, prendre la photo, avancer, pause, prendre la photo. Sauf que souvent quand tu faisais pause, t'avais des trucs qui s'inscrivaient à l'écran, donc fallait que t'aies un deuxième mec qui soit là, qui appuie pendant que toi t'avançais, qui appuyait, puis après fallait tout refaire les uns après les tout reconstituer après les autres. C'était assez fastidieux quand même. Et avant en plus, parce que à un moment on a trouvé un système d'imprimante, mais au départ on prenait des photos d'écran. Donc imaginez-vous avec un appareil photo positionné devant l'écran, nous à côté avec la manette et une chambre noire. Voilà, c'est ça, le contexte. Il faut être dans le noir, Ah ouais, la c'est seule les frères lumière, ça Lumière, vient il a de raison, l'écran, Guido. et vous prenez des photos de l'écran, vous mettez toute la piole dans le noir, la seule lumière c'est la télé, Voilà, et vous exactement. prenez des photos de la télé. Voilà, et nous on était avec la manette et donc t'avais une salle dédiée à ça, on avait notre salle de test et les mecs, celui qui était préposé à la photo, à l'appareil photo, bah, il prenait en continu pendant que nous on avançait quoi. C'était un travail de barjo. C'est quoi les sources d'infos à l'époque? Comment vous chopez les trucs et astuces? On les trouve pas soi-même. Bah, c'était les éditeurs, on tannait les éditeurs pour avoir des codes, des cheats et tout ça. Donc des fois ils nous enfilaient, des fois ils arrivaient à en avoir. Il y avait aussi la presse étrangère, presse japonaise, presse américaine. Par exemple pour Nintendo, il y avait beaucoup de Nintendo Power, qui était le gros magazine américain. Mais c'était énorme, hein. Il y avait des millions d'abonnés, quoi. C'était énorme Nintendo Power. Donc on les achetait, on était abonnés à tous ces magazines et on testait derrière les codes qu'ils mettaient. Des fois on en trouvait aussi naturellement, quoi. Il y avait une librairie japonaise dans Paris, chez Junku, et on allait acheter les Famicom Tsushin, parce qu'évidemment il n'y avait pas internet à l'époque. Donc pour avoir les infos c'était très chaud. Les Nintendo et Sega qui étaient en France c'était des filiales, donc ils avaient que peu d'infos de la maison mère. La maison mère leur donnait les infos qu'elle voulait bien. Donc globalement par eux on avait peu d'infos. Donc on faisait ça, on allait, comme disait Matt, Nintendo Power, Famicom Tsushin pour les infos du Japon. On est presque à la fin de cette conférence. On a perdu beaucoup de temps avec l'histoire de Call et de BMX visiblement. Je vous les prête, ils sont en dédicace. Dès la fin de cette conférence, ils partent directement à l'espace dédicace et vous pouvez les rencontrer et poser avec eux toutes les questions que vous n'avez pas eu le temps de poser là dans cet échange. Non, ça m'intéresse de parler de la suite en fait, de parler de la télé. Mais là ils veulent pas poser des questions là. Bah attends, j'ai écrit 2 questions, faut quand même que je les... Bah, attends, tu sais combien ça coûte l'encre? Matt, moi déjà, je voudrais te remercier de nous avoir invités. Franchement, c'est super. C'est ta meilleure vanne de toute la conférence. Il peut être drôle aussi, tu vois. Moi, j'ai pas tellement aimé ça. Dès que je suis sympa, de toute façon, je me fais rembarrer. Alors, j'ai compris le truc. Je voudrais juste dire un truc. J'étais à une soirée chinoise il y a 3 jours. Il faudra désinfecter le micro parce que ça toussait beaucoup. Ça marche. Un coup de lingette et ça va passer.
Du coup, on fait quoi? On parle de la télé ou on va dans le public? C'est un peu la conférence doit être le héros. Dans le public. Attends, c'est plus sympa. Est-ce que vous avez des questions pour nos... Ils ont pas de questions. Ils vont en vouloir un code. Regarde. Quand il Non, veut lui, un code pas pour lui. Super Mario. Pas lui, méfie-toi de lui. Bonjour. Je me rappelle que dans les Nintendo Player, il y avait un classement des jeux vidéo. Et c'est une anecdote, hein, c'est pas une question. Et, Oui, alors. Je pose alors. Un coup, il y a eu Super Mario Bros 2 qui est passé en tête du classement. Et ça avait fait un tollé parmi vous. Super Mario Bros 2. Ouais. Qui était passé en tête du classement. Est-ce que ces classements, ça vous évoque quelque chose, ça vous rappelle quelque chose? Bien sûr. C'est toi qui faisais le classement? Et alors du coup, est-ce que ce Super Mario Bros 2 moi c'est En sachant que Super Mario Bros 2, tu le sais, c'est un faux Super Mario. Ouais, je vais juste dire un truc. Moi, en fait, je recevais. Il y avait le classement que les gens envoyaient. Je recevais, je faisais un grand tableau et je faisais des petites croix pour chaque jeu. Donc, si Super Mario Bros 2 était numéro 1, c'est que les gens avaient voté pour lui et il y avait ces petites croix. Moi, je changeais pas ce qu'il y avait. Hein. Donc, c'était vraiment les lecteurs qui l'avaient apprécié. Mais moi, je l'aime beaucoup ce jeu. Hein. Je l'aime beaucoup et toujours maintenant d'ailleurs. Assez bizarrement. Oui, c'était le seul à la rédac. On le regardait comme un extraterrestre. Nous, on était à donf sur Mario 3 et lui, il était encore sur Mario 2. Oui, bonjour. Attends, j'ai un truc super important à dire. Ok, je t'écoute. Moi aussi, j'aimais bien Super Mario Bros 2. Alors- T'étais pas encore là. Les astuces, c'était génial. Les astuces, c'était génial. J'avais juste une question, ce qui n'a peut-être pas vraiment un rapport avec les jeux vidéo, mais je me rappelle dans votre magazine, dans Player One, il y avait un moment où vous étiez en conflit avec Famille de France. C'est... Ah oui, Famille de Alors, France. c'est- Ces alors, enculés. Non, mais J'ai bien résumé ou pas? Ouais, mais voilà, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu brièvement, si Mais vous pouvez, c'était- les sources du conflit et qu'est-ce qui Mais s'est passé c'était des exactement. fachos. C'était des cathos fachos de merde qui faisaient chier. Alors ça fait partie de justement, tu vois, tout cet esprit fermé contre le jeu vidéo, et donc ils gueulaient parce que les jeux vidéo, soi-disant, ça rendait les gamins débiles et violents. Vous êtes là pour le prouver, hein. Donc voilà, ça nous avait énervé. Ils nous envoyaient des courriers et nous on s'était dit mais on va les brûler quoi. Façon Jeanne d'Arc. Non, mais les détracteurs du jeu vidéo, il y a eu les mêmes pour la bande dessinée, où aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup plus reconnu. En fait, dès qu'il y a un truc nouveau, on a l'impression que ça va pervertir la jeunesse, et je pense que le jeu vidéo rentre quand même maintenant dans la culture et que ça va mieux. Dès qu'il y a un truc nouveau, de toute façon, ça inquiète certaines personnes. La BD, maintenant, tout le monde se masturbe dessus en disant c'est génial. Le jeu vidéo, pas encore, mais bientôt. Je pense que ça va de mieux en mieux quand même. Moi, j'aime bien Famille de France, sinon. Bonjour. Moi, j'ai toujours rêvé de m'appeler Jean-Benoît, donc quelque part. Moi, j'aime l'église, j'aime les hommes d'église. Avec ou sans moustache. Ah non, j'irai pas jusque-là dans la vanne. Non, je n'irai pas jusque-là dans la vanne. Bon, Moi, j'ai- merci d'être venu. J'ai une petite question. J'aurais voulu savoir comment vous avez vécu l'arrêt du magazine. L'arrêt du magazine. Oui, comment vous l'avez déjà appris, comment vous l'avez vécu à ce moment-là. Puisqu'apparemment c'était une Je bonne regarde époque, Matt donc, parce que on avait bu. Tu te rappelles ou pas? On avait bu légèrement. Bah non, très sincèrement, l'arrêt du magazine, c'était triste parce que comme c'était vraiment une famille, mais vraiment. Bon, moi après je me suis rendu compte que j'étais le seul à dire que c'était une famille et que les mecs en avaient rien à foutre de ma gueule. Non mais moi j'aime énormément Matt. J'aime énormément Murdoch, on parle Gambas. Ouais. Le vrai. C'était vraiment donc c'était triste parce que même si on a fait d'autres trucs après, on arrêtait quelque chose et que c'était quand même assez difficile. Même si déjà à l'époque on était tous les uns et les autres un peu à gauche, à droite, à faire d'autres métiers en même temps. Et donc il nous a rassemblés pour nous dire que c'était terminé. Moi je me rappelle, j'avais des chaussures de ski et des skis et j'étais dans son dos en train de faire semblant de faire du ski. On avait un peu bu et Matt était en train de dire à Maya, mais tu veux pas t'asseoir sur mes genoux? Donc on était à la fois triste, mais bon, on continuait quoi. Franchement, on continuait. On avait plein de trucs à faire et puis on était tous déjà un petit peu partout. Mais on était triste. Et moi, j'y pense souvent. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je te remercie d'avoir posé cette question.
C'est pour ça que maintenant, sur cette note de tristesse, on va faire un appel aux dons. C'est difficile d'arrêter sa carrière de testeur jeux vidéo. Donc si vous avez une petite pièce, un ticket restaurant, un pass Navigo, un kawaii, quoi que ce soit, sauf pour Cyril qui n'a pas besoin d'argent. Non, on plaisante évidemment, on s'est fait des couilles en or et on continue encore aujourd'hui. Donc si vous avez des besoins, si vous êtes dans la merde, Il a un kawaii pour vous. Passez nous voir, on a des cartes, si vous prenez la carte, on peut vous donner un petit peu d'argent. Et le magazine était Player One, c'était la marque centrale, mais vous avez beaucoup dispersé la marque. Enfin, c'est pas Non, un- mais, c'est pas- oui, c'est pas- il a c'est pas une raison, critique, c'est mais il y a Manga Player, il y a non, mais Manga nous, on Player, il y a était Nintendo déjà. Player, il y a Faut savoir tout que ça, l'équipe quoi. de base, on était déjà quasiment tous en télé au moment où ça s'est arrêté. Attendez, on a dit qu'on parlait pas de la télé, vous allez pas me faire Non, passer non, pour un mais con devant tout on le monde. était déjà tous partis en télé. En revanche, où c'est triste et en même temps pas triste du tout, c'est que, comme l'a dit Didou, c'était vraiment une famille. Je pense qu'on a tous vécu des moments exceptionnels, mais incroyables. Absolument incroyables. Et on est tous restés une famille. C'est-à-dire que quand on se voit, quand on se croise, ouais. Quand on se croise, il y a toujours un petit truc particulier, quoi. C'est la famille Player One. On est tous restés potes quasiment. On essaie de se voir de temps en temps, pas assez hélas, mais parce qu'on fait tous beaucoup de choses, mais on est restés. Et puis il fallait bien que ça s'arrête à un moment. À un autre. Tout avait changé. De toute façon, le monde avait changé à ce moment-là. Donc voilà. Ouais, c'est Internet qui arrive. De C'est 1990 Internet qui arrive en fait. à 2000, ouais, c'est vraiment le changement d'un paradigme, Voilà. d'un monde. Mais qui c'est fait pas bien. si triste l'arrêt parce que voilà, si vous aussi vous êtes là, c'est parce que ça a été quelque chose de très sympa. Voilà, on l'a vécu. Pour nous, ça a été magique. Qui connaît Player One ici? Ah. Qui connaissait avant le début de la conf? Ah bon, ça marche. Qui rentre à Paris ce soir? Je voudrais pas rentrer en Ouigo, personne. Bon, tant pis, je Est-ce que rentrerai vous avez en un Ouigo. covoite? Ouais, mais toi, tu roules trop vite. Pam, 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 pam. Je vais prendre mon petit Ouigo, pénard, c'est pas si loin. C'est bien le Ouigo, hein. Bon, faut arriver une demi-heure avant, apparemment. Moi, je savais pas, j'ai découvert. Il n'y a pas de bar à l'intérieur. Il dit c'est pour votre confort, monsieur. Bon, d'accord. Il y a peut-être J'étais place 273, elle est pas si mauvaise. J'étais côté couloir. Les gens passent, hein. Mais ça dit pardon. On est poli. Merci famille de France, c'est la politesse, délicatesse. Voilà. Est-ce qu'on fait une petite question sur l'inflation? Je vois que le premier magazine est à 15 francs. Le 32e magazine, donc moins de 3 ans après, est au tarif excessivement onéreux de 28 francs. Qu'est-ce Ouais, qui s'est alors- passé? Tu es rentré dans l'équipe à ce moment-là, en fait, c'est ça? Alors, non mais justement, autant Player One c'était peut-être cher. Autant tous les... Ah non, quoi qu'il y avait des Solus aussi dans Player One. Mais dans les magazines de Solus, il faut se rendre compte que vraiment c'était énormément de boulot pour la personne qui le faisait, pour la personne ensuite qui montait et tout ça, et ça leur coûtait déjà très cher. Et c'est vrai que ça se retrouve un peu dans le prix des magazines. Et franchement, pour un Mac de Solus, à ce prix-là, nous c'était 30 balles aussi, ou un truc comme ça. Je pense que ça les valait véritablement. Le Après, Mac ça, de je Solus, sais pour pas, ceux qui mais- n'ont pas vécu le truc, il y avait des numéros en plus du mensuel, qui étaient des numéros événementiels dans lesquels c'était blindé de Solus, quoi. Ouais, et nous on avait fait 64 players ou différents trucs de Nintendo console. Player aussi. Non, tais-toi quand je parle, c'est chiant. Bah les gens sont passionnés en plus là, voir le truc. Non, on faisait vraiment des magazines de Solus et c'était très long, c'était bien. Et à l'époque, pareil, il n'y avait pas internet, c'était la seule solution pour finir des jeux. Et tu nous demandais tout à l'heure comment on faisait, mais on jouait en fait. Et on les défonçait, on essayait de trouver les solutions véritablement tout seul. Parfois, on n'avait vraiment pas le choix. Puis parfois, il y avait des codes. Je me rappelle de OO, Baba, gauche-gauche, L2, L2, triangle, triangle. Il se souvient plus du jeu, par contre. Non, tout le monde Donc, s'en il le fout. fait dans de toute plein de façon, jeux, les gens mais notent ça pas, je marche. comprends pas. Merci beaucoup. Merci Au d'avoir revoir. suivi On cette se rend conf. dédicace à Strasbourg le 24. Hein, c'est ça? C'est Strasbourg. J'adore le sud-ouest. Donc, Strasbourg, Béthune. Ouais. La salle des fêtes. La Béthune, MJC. salle des fêtes. Ouais. Ouais, venez avec les enfants. Et puis sinon, moi je vends un trampoline. Très peu servi parce que j'habite dans le 16e et je sais pas, bon bah le 16e, très peu de place, salut Spiderman, très peu de place pour le trampoline et puis c'est tout. Alors Merci voilà, d'être venu, merci d'être resté et Matt, une nouvelle fois, merci 1000 fois. C'était Très un vrai sincèrement, plaisir c'était un et- vrai bonheur. Quand tu parles de
on n'a pas eu du tout de problème à monter cette conf en fait. Un coup de fil et tout le monde était chaud. Il y a vraiment, quand tu parles de l'esprit de famille et on s'entend bien et tout, enfin voilà, nous ça s'est ressenti aussi dans le truc. C'est un vrai plaisir de vous avoir, je vous les prête, ils sont à vous en espace dédicace pendant 2 heures. Ils ont visiblement plein d'objets à vous montrer, des trampolines, plein de trucs, faites-en ce que À vous 2 voulez. heures, on va vous faire des dédicaces, mais ça dépend. Ouais, ça va être chiadé des de heures ouf. et des heures. Et Ah, j'ai ma corde à sauter. Qui fait de la corde à sauter? Faites de la corde à sauter. Alors arrêtez de courir. Qui court? Il n'y en a qu'un. Bon, arrête de courir, tu vas te niquer les genoux. Passe à la corde à sauter, très bon pour le cardio. les gens qui font de la corde à sauter pour aller au boulot, très connu, ça marche bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi tout ça et Fais d'avoir bien attention. supporté Didou. Fais bien attention. Merci beaucoup. Et acheter des pop, c'est important pour la planète. Un peu plus de plastique, et puis une belle collection de pop chez soi, franchement, ça en jette. Moi, je sais que je vais m'y mettre. Acheter des belles pop, acheter des... Et j'ai complètement oublié de vous dire une dernière info, on a un stand entièrement dédié au magazine Player One qui est juste un peu plus loin dans l'allée. C'est le stand de la page Facebook Player One Magazine, c'est un nom bien trouvé. Et il y a plein de mags, plein de trucs que vous avez fait de l'époque, de formats publicitaires, de sous-blister. C'est des vrais fans passionnés collectors. Merci Et on peut beaucoup, tout voir. franchement, merci beaucoup. On espère qu'on n'a pas été trop chiant. Merci.